Bonjour. Prenez une grande inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Et expirez, lentement. Oubliez tout ce que vous faisiez avant de cliquer ici. Oubliez la liste de courses, les emails en attente, les soucis de la journée. Pour les prochaines heures, il n'y a que vous et ma voix. Et une question, une seule. La question qui vous a amené ici. La question qui vous ronge peut-être depuis des mois, des années. La question silencieuse que vous vous posez le soir quand le bruit du monde s'estompe. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que je sais exactement ce que je dois faire pour améliorer ma vie et que je ne le fais pas? Pourquoi est-ce que je commence des projets avec un feu immense pour le voir s'éteindre comme une bougie dans le vent quelques semaines plus tard? Pourquoi est-ce que je me sens comme le spectateur de ma propre vie, regardant la personne que je pourrais être s'éloigner de plus en plus? Si ces questions résonnent en vous, alors vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que la douleur de rester le même est devenue plus grande que la peur de changer. C'est le point de bascule. C'est le premier jour. Je ne suis pas ici pour vous vendre un rêve. Les vendeurs de rêves sont partout. Ils vous promettent des résultats sans effort, la richesse sans travail, le bonheur sans lutte. C'est le plus grand mensonge de notre époque. Et ce mensonge est le poison qui nourrit la procrastination et détruit les ambitions. Aujourd'hui, nous allons faire un pacte, vous et moi. Je vous demande votre temps et votre engagement total. Pas une écoute passive, une participation active. Quand je vous demanderai de faire une pause pour réfléchir, faites-le. Quand je vous suggérerai de prendre des notes, faites-le. Considérez ceci non pas comme une vidéo à consommer, mais comme le premier cours de la nouvelle université de votre vie. En retour, voici ma promesse. Je ne vais pas vous donner de la motivation. La motivation est une drogue. Elle vous donne un pic d'euphorie, mais elle ne dure pas. Elle vous laisse vide et encore plus découragé quand elle disparaît. Je vais vous donner quelque chose de bien plus durable. Je vais vous donner une structure, une architecture, un système. Je vais vous donner les plans pour construire, à l'intérieur de vous, une forteresse imprenable, une citadelle de la volonté. Nous n'allons pas seulement parler de discipline, nous allons la disséquer. Nous allons explorer sa psychologie, sa biologie, sa philosophie. Nous allons la décomposer en principes fondamentaux et en actions quotidiennes si simples que vous n'aurez aucune excuse pour ne pas les appliquer. Ce que vous allez entendre est la synthèse de milliers d'heures de recherche, d'expérimentation personnelle et d'accompagnement. C'est le guide que j'aurais aimé avoir quand j'étais perdu dans le brouillard de l'inaction. C'est le manuel que personne ne nous donne à l'école. Le manuel pour devenir l'architecte de sa propre vie. Ce voyage sera divisé en plusieurs grands modules. D'abord, nous descendrons dans les profondeurs. Nous ferons face à notre ennemi intérieur, la procrastination, et nous le comprendrons comme jamais auparavant. Ensuite, nous remonterons à la surface et nous deviendrons des architectes. Nous apprendrons à construire un environnement et un système qui rendent la discipline presque inévitable. Puis, nous nous équiperons. Je vous donnerai une boîte à outils remplie d'armes tactiques, de techniques et de stratégies pour gagner les batailles de chaque jour, de chaque heure. Enfin, nous apprendrons à penser comme un marathonien. Nous adopterons les mentalités avancées qui permettent de maintenir la discipline, non pas pendant des semaines, mais pendant des décennies, pour toute une vie. Ceci n'est pas une solution rapide, c'est un engagement à vie. La discipline n'est pas un interrupteur que l'on allume, c'est un muscle que l'on construit, jour après jour, par la répétition et la résistance. Ça va être difficile, ça va être inconfortable. Il y aura des moments où vous voudrez arrêter. C'est normal. L'inconfort est le prix à payer pour la croissance. Alors, la question n'est pas de savoir si vous êtes motivé en ce moment. La question est, êtes-vous engagé? Êtes-vous prêt à faire le travail? Êtes-vous prêt à faire face à vos excuses? Êtes-vous prêt à devenir enfin la personne que vous êtes censé être? Si la réponse est oui, alors bienvenue. Le travail commence maintenant. Module 1. L'ennemi intérieur, autopsie complète de la procrastination. Chapitre 1.1. La conspiration de la dopamine. Pour comprendre pourquoi nous procrastinons, nous devons d'abord comprendre que notre cerveau n'est pas conçu pour nous rendre heureux ou productifs dans le monde moderne. Il est conçu pour nous faire survivre dans la savane d'il y a 200 000 ans. C'est un matériel ancien qui exécute un logiciel obsolète.
Au cœur de ce système d'exploitation se trouve un neurotransmetteur, la dopamine. On l'appelle souvent l'hormone du plaisir, mais c'est une simplification dangereuse. La dopamine n'est pas tant liée au plaisir qu'à l'anticipation du plaisir. C'est la molécule du désir, de la quête. Elle nous pousse à chercher des récompenses, nourriture, eau, reproduction, sécurité. Dans la savane, ce système était parfait. Vous aviez faim ? Un pic de dopamine vous poussait à chercher des baies. Vous les trouviez, vous mangiez, vous aviez une récompense et le système se réalisait. L'effort était directement lié à la récompense. Maintenant, regardez notre monde. Votre téléphone. Chaque notification, chaque like, chaque scroll infini est une microdose de dopamine. C'est une récompense immédiate, facile, sans effort. Votre cerveau adore ça. La nourriture industrielle, le sucre, le gras, le sel, ce sont des signaux surpuissants pour notre cerveau préhistorique. Il crie « Énergie, survie !» C'est une récompense immédiate, facile. Le divertissement à la demande, des milliers de films, de séries, de vidéos disponibles instantanément. C'est une récompense immédiate, facile. Maintenant, comparons cela à la tâche que vous repoussez. Écrire un rapport, apprendre à coder, construire un corps athlétique. L'effort, immense, immédiat, garanti. La récompense, lointaine, abstraite, incertaine. Votre cerveau fait un calcul simple et brutal. Pourquoi devrais-je dépenser 100 unités d'énergie pour une récompense de 10 unités qui arrivera peut-être dans 6 mois, alors que je peux dépenser 1 unité d'énergie pour une récompense de 5 unités qui arrivera dans 1 seconde? C'est une conspiration. Le monde moderne a été conçu pour pirater votre système de dopamine. Les ingénieurs de la Silicon Valley, les géants de l'agroalimentaire, les studios de production, ils ne sont pas vos amis. Ils sont des concurrents pour votre attention et votre temps. Et ils ont des milliards de dollars pour rendre leurs produits plus désirables que vos propres objectifs. Alors, comment gagne-t-on une guerre contre un ennemi si puissant? On ne gagne pas en se battant de front. Tenter de résister à la tentation par la seule volonté est une bataille perdue d'avance. La volonté est une batterie qui se vide. Leur capacité à vous tenter est infinie. On gagne en devenant plus intelligent. On gagne en changeant les règles du jeu. La première étape est de réaliser que vous êtes dans une guerre. Chaque jour, vous êtes sur un champ de bataille pour votre propre concentration. La deuxième étape est de rendre les récompenses de vos objectifs plus concrètes et plus proches. C'est ce qu'on appelle la gamification. Au lieu de viser « écrire un livre », visez « écrire 500 mots aujourd'hui ». La récompense est de pouvoir cocher une case. C'est une petite victoire, un petit shoot de dopamine que vous avez créé vous-même. La troisième étape est de pratiquer ce que certains appellent le jeûne de dopamine. Réservez-vous des périodes où vous vous coupez volontairement des sources de gratification faciles. Pas de téléphone, pas de musique, pas de nourriture. Juste vous et vos pensées. Ou vous et une tâche difficile. Au début, c'est incroyablement ennuyeux et inconfortable. Votre cerveau crie pour sa dose. Mais si vous tenez bon, quelque chose de magique se produit. Le seuil de ce qui est considéré comme plaisant commence à baisser. Le simple fait de travailler sur votre projet devient plus gratifiant. Vous réétalonnez votre système. Chapitre 1.2. Les échos de la peur. Si la dopamine explique l'attraction vers la distraction, elle n'explique pas la répulsion face au travail. Cette répulsion est presque toujours une forme de peur. La procrastination est un mécanisme de gestion des émotions, pas un problème de gestion du temps. Nous n'évitons pas la tâche, nous évitons les émotions négatives associées à la tâche. L'ennui, la frustration, l'anxiété, le doute de soi. Et la plus grande de toutes ces émotions, c'est la peur. La peur de l'échec. C'est la plus évidente. Et si j'essaye de toutes mes forces et que je n'y arrive pas, qu'est-ce que cela dira de moi? Que je suis un incapable, un imposteur? L'échec potentiel menace notre ego, notre image de nous-mêmes. Alors en ne commençant jamais vraiment, ou en travaillant à la dernière minute, nous nous créons une excuse en or. Ah, si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait un travail incroyable. C'est un mensonge que nous nous racontons pour protéger notre fragile ego. Le résultat est peut-être médiocre, mais notre potentiel, lui, reste intact et imaginaire. La procrastination nous permet de continuer à rêver que nous sommes brillants,
sans jamais avoir à le prouver. C'est un bouclier confortable, mais il nous maintient prisonniers. La seule façon de briser ce cycle est de redéfinir l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie intégrante du processus qui mène au succès. L'échec n'est pas une identité. Je suis un échec. C'est un événement. C'est une donnée. C'est une information qui vous dit « cette approche ne fonctionne pas. Essaye autre chose ». Chaque scientifique, chaque artiste, chaque entrepreneur qui a réussi a un cimetière rempli d'échecs derrière lui. Ils ne sont pas arrivés au sommet en évitant l'échec. Ils y sont arrivés en échouant plus vite, plus souvent et en apprenant de chaque chute. La peur du succès. Celle-ci est plus subtile, plus vicieuse. Et si ça marche? Et si j'atteins mon objectif? Cela semble absurde, n'est-ce pas? Pourquoi aurait-on peur de réussir? Parce que le succès apporte de nouvelles pressions, de nouvelles attentes. Si ma première vidéo fait 1 million de vues, est-ce que je serais capable d'en faire une autre aussi bonne? Si je perds ces 20 kilos, est-ce que je devrais maintenir ce style de vie pour toujours? Si j'obtiens cette promotion, est-ce que je serai à la hauteur des nouvelles responsabilités? Le succès nous sort de notre zone de confort. Il nous oblige à changer notre identité. Il peut attirer la jalousie. Il nous rend visibles. Pour beaucoup, l'anonymat confortable de la médiocrité est moins terrifiant que la lumière crue du succès. Alors, inconsciemment, on tire le frein à main. On s'arrête juste avant la ligne d'arrivée, on trouve une excuse pour ne pas donner le coup de grâce. C'est une forme d'auto-sabotage. La peur du jugement. C'est la peur sociale, la peur de ce que les autres vont penser. Nous sommes des créatures tribales. L'exclusion du groupe était autrefois une condamnation à mort. Cette peur est donc profondément ancrée en nous. Nous voulons être acceptés, aimés, respectés, et le moyen le plus sûr de ne jamais être critiqué, c'est de ne jamais rien faire, de ne jamais rien dire, et de n'être personne. Quand vous créez quelque chose, quand vous exprimez une opinion, quand vous essayez de sortir du lot, vous vous exposez. Vous vous exposez à la critique, à la moquerie, à l'incompréhension. La vérité libératrice est la suivante. La grande majorité des gens ne pensent pas à vous du tout. Ils sont le personnage principal de leur propre film, tout comme vous l'êtes du vôtre. Et la petite minorité qui prend le temps de vous critiquer négativement le fait souvent pour se rassurer sur sa propre inaction. La critique est souvent un miroir des insécurités de celui qui la formule. Vous devez choisir votre camp. Voulez-vous vivre votre vie en fonction de l'opinion imaginaire de personnes qui ne paient pas vos factures et ne partageront pas vos regrets? Ou vous voulez vivre selon vos propres termes, en acceptant que la critique est simplement le bruit de fond du chemin vers l'accomplissement? La peur est comme une ombre. Plus vous la fuyez, plus elle grandit. La seule façon de la réduire est de lui faire face, de marcher vers elle. L'action est l'antidote à la peur. Chapitre 1.3. Le mirage du perfectionnisme. Je ne peux pas commencer tant que tout n'est pas parfait. Ce n'est pas encore assez bien pour le montrer. Je dois faire plus de recherches avant de me lancer. Le perfectionnisme se déguise en normes de qualité élevée. Il porte un masque de vertu. Mais en réalité, c'est l'une des formes les plus destructives de la procrastination. C'est la peur de l'échec et la peur du jugement qui portent un smoking. Le perfectionniste ne cherche pas l'excellence, il cherche l'invulnérabilité. Il veut créer une œuvre si parfaite qu'elle ne pourra jamais être critiquée. Mais une telle œuvre n'existe pas. C'est une quête vouée à l'échec dès le départ. Le perfectionnisme crée un cercle vicieux paralysant. Vous vous fixez un objectif irréaliste. Je vais écrire le meilleur roman de tous les temps. La pression devient écrasante. Chaque fois que vous vous asseyez pour écrire, le poids de cet objectif vous écrase. La page blanche est terrifiante. Vous procrastinez pour éviter cette pression, vous faites le ménage, vous répondez à des emails, vous faites n'importe quoi sauf la tâche principale. Vous vous sentez coupable et anxieux, ce qui renforce l'idée que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous vous rapprochez de la date limite. La panique prend le dessus sur la peur. Vous bâclez le travail.
Le résultat est décevant, ce qui prouve à vos yeux que vous n'étiez pas capable de faire un travail parfait et renforce votre perfectionnisme pour la prochaine fois. La prochaine fois, je m'y prendrai mieux, je planifierai davantage. Comment s'en sortir? En adoptant la mentalité de l'artisan. Un artisan ne cherche pas la perfection, il cherche l'amélioration. Il sait que sa première tentative sera grossière. Il se concentre sur le processus, pas seulement sur le résultat final. Il livre son travail, observe les retours et utilise ces informations pour améliorer sa prochaine création. Adoptez la règle des 2 versions. La première version a le droit et même le devoir d'être nulle. Son seul objectif est d'exister. Donnez-vous la permission de produire un premier jet embarrassant, un brouillon vomi. L'important est de mettre quelque chose sur la page, de créer de la matière brute que vous pourrez ensuite polir. La deuxième version, c'est là que le travail d'amélioration commence. La quantité mène à la qualité. Une étude a comparé 2 groupes d'étudiants en poterie. Le premier groupe était noté sur la qualité. Il devait produire un seul pot, le plus parfait possible. Le deuxième groupe était noté sur la quantité. Leurs notes dépendaient du poids total de pots qu'ils produisaient, peu importe leur qualité. À la fin, les meilleurs pots, les plus parfaits, venaient tous du groupe quantité. Pourquoi? Parce qu'en faisant des dizaines de pots, ils avaient expérimenté, échoué, appris de leurs erreurs et maîtrisé leur art. Le groupe qualité avait passé sa plupart du temps à théoriser et à s'angoisser, sans jamais vraiment pratiquer. Alors, arrêtez d'essayer d'être parfait. Soyez prolifique. L'action est le seul professeur. La perfection n'est pas une condition préalable à l'action. La perfection, ou plutôt l'excellence, est le résultat d'innombrables actions imparfaites. Chapitre 1.4. Le poids de l'indécision et la fatigue décisionnelle. Parfois, la procrastination ne vient pas d'une seule tâche, mais du fait d'en avoir trop. Vous avez une liste de 20 choses à faire, toutes semblent importantes. Par où commencer? Cette surcharge d'options crée un état de paralysie. Face à trop de choix, le cerveau a tendance à n'en faire aucun. C'est plus facile de se réfugier dans une distraction que de faire le travail mental difficile de prioriser. De plus, nous disposons d'une quantité limitée d'énergie mentale pour prendre des décisions chaque jour. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Chaque petite décision que vous prenez, quoi porter, quoi manger au petit déjeuner, répondre à cet email ou non, puise dans cette réserve. Si vous passez votre matinée à prendre des dizaines de décisions triviales, quand viendra le moment de prendre une décision importante sur votre projet principal, votre batterie sera déjà à plat. Vous choisirez alors la voie de la moindre résistance, ne rien décider et remettre à plus tard. C'est pour cette raison que des personnes comme Mark Zuckerberg ou Barack Obama portaient souvent les mêmes tenues. Ils ne voulaient pas gaspiller leur précieuse énergie décisionnelle sur des choix sans conséquence. Ils l'économisaient pour ce qui comptait vraiment. La solution à ce problème est double: simplifier et planifier. Simplifier. Réduisez le nombre de choix dans votre vie quotidienne. Automatisez tout ce qui peut l'être. Préparez vos vêtements la veille, planifiez vos repas pour la semaine, créez des routines. Le but est de mettre le plus possible de votre vie en pilote automatique, pour libérer votre esprit conscient afin qu'il se concentre sur les tâches à haute valeur ajoutée. Planifiez. La veille au soir, prenez 5 minutes, pas plus. Regardez votre liste de tâches et posez-vous cette question, popularisée par l'auteur Gary Keller. Quelle est la seule chose que je puisse faire demain, telle qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile ou inutile? Identifiez cette tâche, votre priorité numéro 1, le gros caillou. Et demain matin, avant de vérifier vos emails, avant de regarder les réseaux sociaux, avant de faire quoi que ce soit d'autre, travaillez sur cette seule chose, même si ce n'est que pendant 25 minutes. Si vous accomplissez votre tâche la plus importante avant 10 heures du matin, le reste de la journée est une victoire quoi qu'il arrive. Vous avez gagné la journée avant même qu'elle n'ait eu la chance de vous vaincre. Ne vous demandez plus « par quoi je commence ?» La décision a déjà été prise la veille, par un vous plus frais et plus lucide. Votre vous du matin n'a plus qu'à exécuter le plan. Récapitulatif du module 1. La procrastination n'est pas un défaut de caractère. C'est un ensemble complexe de mécanismes biologiques, de peurs psychologiques et de mauvaises stratégies. Vous luttez contre la gratification instantanée du monde moderne, dopamine.
Vous fuyez des émotions inconfortables, peur. Vous vous cachez derrière des standards irréalistes, perfectionnisme. Vous vous noyez dans un océan de choix, indécision. Maintenant que nous avons disséqué l'ennemi, que nous l'avons nommé et que nous comprenons ses tactiques, nous sommes prêts à construire nos défenses. Nous sommes prêts à devenir des architectes. Module 2. L'architecte. Construire votre système inéluctable. Chapitre 2.1. Le pourquoi à 5 niveaux. Ancrer votre fondation. Un homme sans un pourquoi est comme un navire sans gouvernail. Il est à la merci des courants, des vents, des distractions. Il flotte sans direction jusqu'à ce qu'il s'échoue sur les rivages du regret. La discipline sans un but profond n'est que de la punition. C'est une corvée. Et personne ne peut supporter une corvée très longtemps. Votre pourquoi, c'est votre carburant. C'est la source d'énergie qui vous fera avancer quand la motivation aura disparu, quand la fatigue s'installera, quand le doute criera dans votre tête. Mais la plupart des gens ont un pourquoi très superficiel. Je veux être riche, je veux être en forme, je veux avoir du succès. Ce n'est pas un pourquoi, c'est un quoi, c'est un désir, ça n'a pas de racine, ça ne résistera pas à la première tempête. Nous devons creuser, nous devons trouver le noyau émotionnel. L'outil pour cela est simple mais incroyablement puissant. La technique des 5 pourquoi inspirée du système de production de Toyota. L'exercice. Je veux que vous fassiez cet exercice sérieusement. Mettez pause si nécessaire. Prenez votre objectif principal. Écrivez-le en haut d'une page. Maintenant, demandez « Pourquoi est-ce que je veux ça ?» Écrivez la réponse. Puis, prenez cette réponse et demandez encore « Pourquoi est-ce important ?» Répétez ce processus 5 fois. Chaque pourquoi vous force à descendre d'un niveau, à passer de la logique à l'émotion, de l'extérieur à l'intérieur. Exemple concret. Objectif. Je veux lancer mon entreprise de coaching en ligne. Pourquoi veux-tu lancer cette entreprise ? Pour gagner plus d'argent et ne plus avoir de patron. Niveau 1, superficiel, logique. Pourquoi est-ce important de gagner plus d'argent et de ne plus avoir de patron ? Parce que je veux avoir plus de liberté et de flexibilité dans ma vie. Niveau 2, un peu plus profond, on parle de valeur. Pourquoi cette liberté et cette flexibilité sont-elles importantes pour toi ? Pour pouvoir passer plus de temps avec mes enfants et être présent pour eux pendant qu'ils grandissent. Niveau 3, on touche à l'émotionnel, à la famille. Pourquoi est-ce si important d'être un parent présent ? Parce que mon propre père n'était jamais là. Il travaillait tout le temps et je ne veux pas reproduire ça. Je veux que mes enfants se sentent aimés et soutenus. Niveau 4, on atteint une blessure personnelle, une motivation très puissante. Pourquoi est-il crucial pour toi que tes enfants se sentent aimés et soutenus ? Parce que je crois que c'est ma plus grande responsabilité en tant qu'homme. C'est le legs que je veux laisser. Je veux qu'ils deviennent des adultes confiants et équilibrés, et je sais que ma présence est la clé pour ça. Niveau 5, on atteint le cœur, l'identité, la mission de vie. Vous voyez la différence ? L'homme qui se lève le matin pour gagner plus d'argent abandonnera au premier gros obstacle. L'homme qui se lève le matin pour être le père qu'il n'a jamais eu et laisser un héritage d'amour à ses enfants déplacera des montagnes. Votre 5e pourquoi est votre étoile du Nord. Écrivez-le. Affichez-le quelque part où vous le verrez tous les jours, sur votre miroir, en fond d'écran de votre téléphone. C'est votre ancre. Quand les vagues du doute et de la paresse menaceront de vous emporter, vous vous y accrocherez. C'est la fondation de votre système. Sans elle, tout le reste s'effondre là. Il existe une vieille histoire, celle des 3 tailleurs de pierre. Un voyageur leur demande ce qu'ils font. Le premier répond, l'air maussade, « Je taille une pierre ». Le deuxième répond, sans lever les yeux, « Je gagne ma vie ». Le troisième répond, avec une lueur dans les yeux et un sourire, « Je bâtis une cathédrale ». Ils font tous les 3 exactement le même travail. Mais ils vivent dans des mondes complètement différents. La discipline devient facile quand vous êtes connecté à la cathédrale que vous construisez. Quel est votre 5e pourquoi ? Quelle est votre cathédrale ? Chapitre 2. 2.2. Forgez votre environnement, l'architecture de la volonté.
Rappelez-vous de cette règle fondamentale. Votre environnement est plus fort que votre volonté. Les gens les plus disciplinés au monde ne sont pas des surhumains, dotés d'une volonté infinie. Ce sont des maîtres architectes de leur environnement. Ils ont conçu un monde autour d'eux où les bonnes habitudes sont faciles et les mauvaises sont difficiles. La discipline ne consiste pas à dire non à une part de gâteau 10 fois par jour. Elle consiste à ne pas avoir de gâteau dans la maison. Nous allons maintenant concevoir votre environnement sur 3 niveaux: physique, digital et social. L'environnement physique, c'est votre maison, votre bureau, votre espace de vie. Chaque objet dans votre champ de vision est un signal, un trigger, qui peut déclencher une habitude, bonne ou mauvaise. Votre mission est de rendre les signaux des bonnes habitudes omniprésents, et ceux des mauvaises habitudes invisibles. Le principe de la friction. Pour chaque mauvaise habitude, ajoutez de la friction. La friction est le nombre d'étapes entre vous et l'action. Vous regardez trop la télé. Débranchez-la après chaque utilisation. Enlevez les piles de la télécommande et mettez-les dans un tiroir dans une autre pièce. Le simple fait de devoir faire ces 2-3 étapes supplémentaires sera souvent suffisant pour que votre cerveau se dise « laisse tomber ». Vous mangez des cochonneries, ne les mettez pas à portée de vue. Mettez-les dans une boîte opaque, sur l'étagère la plus haute du placard, derrière autre chose. Le principe de la facilité. Pour chaque bonne habitude, enlevez de la friction. Vous voulez boire plus d'eau? Ayez toujours une bouteille d'eau remplie sur votre bureau. Vous voulez lire avant de dormir? Posez le livre sur votre oreiller et laissez le chargeur de votre téléphone dans le salon. Vous voulez faire du sport le matin? Préparez vos affaires la veille et mettez-les juste à côté de votre lit. Faites un audit de chaque pièce de votre maison. Posez-vous la question: à quoi cette pièce m'invite-t-elle à faire? Votre chambre à coucher devrait inviter au sommeil et à l'intimité, pas au travail ou au divertissement. Votre bureau devrait inviter à la concentration, pas à la distraction. Sculptez votre espace. Chaque effort que vous faites aujourd'hui pour organiser votre environnement est un effort que vous n'aurez pas à faire demain pour exercer votre volonté. L'environnement digital, c'est votre champ de bataille le plus difficile. Votre téléphone et votre ordinateur sont conçus pour être des machines à distraction. Vous devez les reconquérir. Nettoyage radical. Prenez votre téléphone, supprimez toutes les applications de réseaux sociaux. Oui, supprimez-les. Vous pourrez toujours y accéder via le navigateur de votre ordinateur, ce qui ajoute de la friction. Désinstallez tous les jeux. Tuez les notifications. Allez dans vos paramètres et désactivez 95% de vos notifications. Seules les applications de communication humaine directe, appels et messages de vos proches, devraient avoir le droit de vous interrompre. Chaque notification est un voleur de concentration. Organisez votre écran d'accueil. Votre écran d'accueil ne devrait contenir que des outils, pas des tentations. Mettez-y votre calendrier, votre application de notes, la météo, votre application de méditation. Reléguez toutes les autres applications, celles qui vous distraient, dans un dossier sur la 2e ou 3e page. Passez en niveau de gris, une astuce psychologique puissante. Dans les paramètres d'accessibilité de votre téléphone, activez le mode niveau de gris. Votre téléphone deviendra instantanément moins attirant. Les icônes colorées sont conçues pour attirer votre cerveau. En noir et blanc, elles perdent leur pouvoir. Votre téléphone doit redevenir ce qu'il était au départ, un outil de communication et d'information, pas un casino portable qui se bat pour votre dopamine. L'environnement social. Jim Rohn a dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. C'est une vérité terrifiante et puissante. Votre cercle social est un environnement. Il peut vous tirer vers le haut ou vous aspirer vers le bas. Faites un audit social. Listez les 5 à 10 personnes que vous fréquentez le plus. À côté de chaque nom, demandez-vous « Quand je quitte cette personne, est-ce que je me sens plus énergisé, plus inspiré, plus positif? Ou est-ce que je me sens plus fatigué, plus cynique, plus négatif ?» Augmentez le temps avec les catalyseurs. Les personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent, qui ont des standards élevés. Passez plus de temps avec elles. Organisez des appels, des cafés. Réduisez le temps avec les drains. Les personnes qui se plaignent constamment, qui critiquent tout, qui n'ont aucune ambition. Vous n'avez pas besoin de les rayer de votre vie de manière dramatique, mais vous pouvez et vous devez consciemment réduire le temps que vous leur consacrez. Limitez les interactions. Ne participez pas à leurs conversations négatives. Cherchez des mentors et des communautés. Si votre environnement actuel ne vous soutient pas, créez en un nouveau. Rejoignez des groupes en ligne, des clubs, des masterminds de personnes qui partagent vos objectifs. Trouvez quelqu'un qui est déjà là où vous voulez être et apprenez de lui. La construction de votre système ne se fait pas en un jour. C'est un processus continu. Soyez un jardinier. Arrachez les mauvaises herbes, plantez de bonnes graines,
Prenez soin de votre terre et votre environnement finira par produire les fruits de la discipline sans même que vous ayez à y penser. Chapitre 2.3 Le contrat d'identité, devenir, ne plus seulement faire. C'est peut-être le concept le plus important de toute cette masterclass. Si vous ne retenez qu'une chose, que ce soit celle-ci. Le plus grand obstacle au changement durable n'est pas le manque de stratégie, c'est le conflit d'identité. Si vous essayez de construire une habitude qui est en contradiction avec l'image que vous avez de vous-même, vous échouerez toujours. Votre identité gagnera toujours. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui n'est pas du matin, vous pourrez essayer toutes les techniques du monde pour vous lever tôt, votre identité finira par vous ramener au lit. Si vous vous voyez comme quelqu'un de gourmand et qui n'a aucune volonté face à la nourriture, chaque régime sera une torture et se terminera par un échec. Le but n'est pas de forcer un comportement. Le but est de changer la croyance qui sous-tend le comportement. Le but n'est pas de faire du sport. Le but est de devenir un athlète. Le but n'est pas d'écrire un livre. Le but est de devenir un écrivain. Le but n'est pas de manger une salade. Le but est de devenir une personne saine. Le processus est simple, mais pas facile. Il se fait en 2 étapes. Décidez du type de personne que vous voulez devenir. Soyez précis, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses normes, comment pense-t-il, comment agit-il. Écrivez une description de votre moi idéal. Prouvez-le à vous-même avec des petites victoires. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous êtes. Quand vous vous levez sans utiliser le bouton snooze, vous votez pour « Je suis une personne disciplinée ». Quand vous allez à la salle même quand vous êtes fatigué, vous votez pour « Je suis un athlète ». Quand vous écrivez une page même quand vous n'en êtes pas inspiré, vous votez pour « Je suis un écrivain ». Ces votes sont petits, insignifiants pris isolément, mais ils s'accumulent. Chaque vote est une preuve que vous envoyez à votre cerveau. Au début, votre cerveau sera sceptique. Tu n'es pas un athlète, tu as juste fait une séance. Mais après 10, 20, 50 votes, la balance commence à pencher. L'accumulation de preuves devient si écrasante que votre cerveau n'a pas d'autre choix que de mettre à jour sa perception de qui vous êtes. Peut-être que finalement, je suis vraiment ce genre de personne. Et c'est là que la magie opère. Une fois que votre identité a changé, vous n'avez plus besoin de vous battre pour maintenir l'habitude. L'habitude devient simplement une expression de qui vous êtes. Un athlète va à la salle, c'est ce qu'il fait. Un écrivain écrit, c'est ce qu'il fait. Il n'y a plus de friction, il n'y a plus de négociation interne. Alors, arrêtez de vous concentrer sur vos objectifs. Concentrez-vous sur votre identité. La question à se poser n'est pas « qu'est-ce que je veux accomplir ?» La question est « qui est-ce que je veux devenir ?» Et ensuite, quelle est la plus petite action que je puisse faire maintenant pour voter en faveur de cette identité? Faites ça, votez, et votez encore. Et regardez votre nouvelle réalité se construire un vote à la fois. C'est un sujet tellement fondamental que j'y ai consacré le cœur de mon livre « 21 jours pour être discipliné ». Parce que, sans ce changement d'identité, toute stratégie n'est qu'un pansement sur une hémorragie. Chapitre 2.4 Le pouvoir des rituels. Mettre sa vie en pilote automatique. Votre système a une fondation, votre pourquoi, des murs, votre environnement, et un habitant, votre identité. Il a maintenant besoin de routines, de routes pavées qui rendent le voyage quotidien plus facile. Ces routes, ce sont les rituels. Un rituel est une séquence d'actions que vous effectuez de manière quasi automatique, dans un ordre précis, à un moment précis. Le but est de réduire la fatigue décisionnelle à 0 et de créer un élan. Les 2 moments les plus importants pour instaurer des rituels sont le début et la fin de la journée. La façon dont vous commencez votre journée donne le ton pour tout le reste. La façon dont vous la terminez détermine la qualité de votre repos et votre préparation pour le lendemain. Le rituel du matin. L'heure du guerrier. Le matin ne doit pas être une course effrénée et réactive. Il doit être un moment intentionnel, un sanctuaire. Votre objectif est de gagner la première heure de votre journée pour gagner la journée entière. Votre téléphone ne doit pas être la première chose que vous touchez. Si vous commencez votre journée en regardant les notifications, les emails, les nouvelles, vous commencez en mode réactif. Vous laissez le monde extérieur dicter votre état mental et vos priorités. Votre rituel matinal doit être centré sur vous. Il doit nourrir votre corps, votre esprit et votre âme. Voici un modèle simple que vous pouvez adapter. L'acronyme SAVERS du livre Miracle Morning est un excellent point de départ. S pour silence, 5 minutes de méditation, de prière ou simplement de respiration consciente, calmer le bruit mental. A pour affirmation, 1 minute pour lire à voix haute des phrases qui renforcent votre nouvelle identité. Je suis un créateur discipliné et concentré. V pour visualisation.
5 minutes pour fermer les yeux et visualiser votre journée se dérouler parfaitement. Visualisez-vous en train de surmonter les obstacles, de rester concentré, d'atteindre votre objectif principal. E pour exercice, 20 minutes d'activité physique. Pas besoin d'un entraînement intense, des étirements, du yoga, quelques pompes, une marche rapide. Le but est de réveiller votre corps et de faire circuler le sang et les endorphines. R pour lecture ou reading, 20 minutes de lecture d'un livre de non-fiction qui vous inspire et vous apprend quelque chose. S pour scribing, 5 minutes pour écrire dans un journal. Ce pourquoi vous êtes gratifiant, vos pensées, vos idées, votre objectif principal de la journée. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est 1 heure. 1 heure que vous investissez en vous avant de donner votre énergie au reste du monde. Si vous n'avez pas 1 heure, commencez par 15 minutes, 1 minute de chaque. L'important est de créer la séquence. Le rituel du soir, la clôture du commandant. La qualité de votre lendemain se prépare la veille. Le but du rituel du soir est de déconnecter du travail, de calmer votre esprit et de préparer un sommeil réparateur. L'heure de coupure. Définissez 1 heure, par exemple 21 heures, où tout travail s'arrête, sans exception. Votre cerveau a besoin d'un signal clair pour passer en mode repos. Le brain dump, ou décharge mentale. Prenez votre journal et écrivez tout ce qui vous préoccupe. Toutes les tâches inachevées, les idées, les soucis. Sortez-les de votre tête et mettez-les sur le papier. Cela libère votre esprit de la charge mentale de devoir s'en souvenir. La planification du lendemain. Comme nous l'avons vu, prenez 5 minutes pour définir votre tâche la plus importante pour le lendemain. Préparez tout ce dont vous aurez besoin, vos vêtements, votre sac de sport, votre déjeuner. Éliminez toute friction pour votre vous du matin. La déconnexion digitale. Au moins 30 à 60 minutes avant de dormir, coupez tous les écrans. La lumière bleue des téléphones, tablettes et télévisions perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Lisez un livre, papier. Parlez avec votre partenaire, écoutez de la musique calme. L'hygiène du sommeil. Assurez-vous que votre chambre est complètement dark, silencieuse et fraîche. Le sommeil n'est pas un luxe. C'est le fondement de votre énergie, de votre concentration et de votre discipline. Le négliger, c'est saboter tous vos autres efforts. Ces rituels ne sont pas des contraintes, ce sont des actes de liberté. Chaque fois que vous les exécutez, vous reprenez le contrôle. Vous cessez d'être une feuille emportée par le vent des circonstances et vous devenez le capitaine de votre navire. Module 3. L'arsenal. Armes et tactiques pour la guerre quotidienne. Chapitre 3.1. La micro-révolution. Le pouvoir des habitudes atomiques. Nous avons une tendance naturelle à surestimer l'importance d'un moment décisif et à sous-estimer la valeur des petites améliorations quotidiennes. On attend la grande motivation, le grand projet, la grande transformation. C'est une erreur fondamentale. Les changements extraordinaires ne viennent pas de transformations radicales. Ils viennent de petites habitudes, répétées jour après jour, qui s'accumulent et se composent avec le temps. C'est le principe des intérêts composés, appliqué au développement personnel. L'auteur James Clear, dans son livre Atomic Habits, a parfaitement illustré ce concept. Si vous vous améliorez de 1% chaque jour, à la fin de l'année, vous ne serez pas 365% meilleur. Vous serez près de 38 fois meilleur. C'est la magie de la composition. Inversement, si vous régressez de 1% chaque jour, vous finirez pratiquement à 0. Au début, la différence est imperceptible. Après une semaine, un mois, vous ne voyez quasiment aucun changement. C'est ce que l'on appelle le plateau du potentiel latent. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils ont travaillé dur, mais ne voient pas encore les résultats escomptés. Ils s'attendent à un progrès linéaire, alors que le vrai progrès est exponentiel. Votre mission est d'apprendre à tomber amoureux du processus, pas seulement de l'objectif, et de vous concentrer sur la mise en place de ces micro-habitudes. Le principe des 2 minutes. Pour qu'une habitude s'ancre, elle doit d'abord être facile. L'une des plus grandes erreurs est de vouloir commencer trop grand. Je vais faire du sport 1 heure par jour. C'est une recette pour l'échec. La règle des 2 minutes stipule que toute nouvelle habitude doit prendre moins de 2 minutes à faire. Lire tous les jours devient lire une page. Faire 30 minutes de yoga devient dérouler mon tapis de yoga. Étudier pendant 1 heure devient ouvrir mes notes de cours. Courir 5 km devient mettre mes chaussures de course. Cela semble ridicule? C'est le but. Le but n'est pas d'atteindre l'objectif dès le premier jour. Le but est de maîtriser l'art de se présenter. L'habitude doit devenir non négociable. Une fois que vous vous présentez systématiquement, une fois que l'acte d'ouvrir le livre ou de mettre vos chaussures est devenu automatique, alors vous pouvez commencer à augmenter la durée. Mais la partie la plus difficile, le démarrage, aura été automatisé. Le habit stacking,
l'empilement d'habitudes. L'une des meilleures façons d'intégrer une nouvelle habitude est de la greffer sur une habitude existante. Votre cerveau a déjà des autoroutes neuronales bien établies pour vos habitudes actuelles. Vous brosser les dents, prendre votre café, etc. Au lieu de créer une nouvelle route à partir de rien, utilisez une sortie sur une autoroute existante. La formule est simple. Après ou avant habitude actuelle, je ferai nouvelle habitude. Après avoir versé mon café du matin, je méditerai pendant 1 minute. Après m'être déchaussé en rentrant du travail, je mettrai immédiatement mes vêtements de sport. Avant de me brosser les dents le soir, je ferai 10 pompes. Après m'être assis pour dîner, je dirai une chose pour laquelle je suis reconnaissant aujourd'hui. Créez une chaîne d'habitudes. Visualisez votre routine comme une série de dominos. Votre première habitude, par exemple vous lever, fait tomber la suivante, boire un verre d'eau, qui fait tomber la suivante, méditer, et ainsi de suite. Le secret est de rendre le lien entre les habitudes si clair et si évident qu'il devient plus difficile de ne pas faire la suivante que de la faire. Le temptation bundling, le regroupement des tentations. C'est une stratégie psychologique avancée qui consiste à lier une action que vous voulez faire à une action que vous devez faire. La formule est « je ne ferai X que pendant que je fais Y ». Je ne regarderai ma série Netflix préférée que pendant que je suis sur le vélo d'appartement. Je n'écouterai mes podcasts favoris que pendant que je fais le ménage ou que je prépare mes repas. Je ne me ferai faire une pédicure que après avoir atteint mon objectif de vente du mois. Vous utilisez la dopamine générée par la récompense, la tentation, pour vous pousser à travers l'effort. La chose que vous aimez devient la récompense directe pour l'habitude que vous essayez de construire. Commencez petit, ridiculement petit. Choisissez une seule micro-habitude. Appliquez la règle des 2 minutes. Empilez-la sur une habitude existante. Répétez-la jusqu'à ce qu'elle devienne ennuyeuse, automatique. Puis, seulement à ce moment-là, ajoutez-en une autre ou augmentez l'intensité. C'est la voie lente, c'est la voie patiente, c'est la seule voie qui fonctionne. Chapitre 3.2. La maîtrise de la concentration. Forger un esprit monotâche. Dans notre monde de distraction constante, la capacité à se concentrer profondément sur une seule tâche est devenue un super pouvoir. La plupart des gens ne vivent plus que par tranches de 30 secondes d'attention, passant d'une notification à un email, d'un email à un article, d'un article à une vidéo. Cet état de travail superficiel constant est épuisant et terriblement inefficace. Le deep work, ou travail en profondeur, un terme popularisé par Cal Newport, est la capacité à se concentrer sans distraction sur une tâche cognitivement exigeante. C'est dans cet état que vous produisez votre meilleur travail, que vous apprenez des choses difficiles et que vous créez une valeur réelle. Pour maîtriser le deep work, vous devez déclarer la guerre aux distractions. La technique Pomodoro. C'est votre camp d'entraînement de base pour le muscle de la concentration. Le principe est simple. Choisissez une seule tâche, une seule. Réglez un minuteur sur 25 minutes, c'est un Pomodoro. Travaillez sur cette tâche et uniquement cette tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Si une distraction vous vient à l'esprit, une autre tâche, une idée, notez-la sur un bout de papier et revenez immédiatement à votre travail. Quand le minuteur sonne, arrêtez-vous. Cochez votre Pomodoro. Prenez une courte pause de 5 minutes, levez-vous, étirez-vous, buvez de l'eau. Ne consultez pas vos emails ou votre téléphone. Laissez votre cerveau se reposer. Après 4 Pomodoro, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Pourquoi ça marche? Parce que 25 minutes, c'est assez court pour ne pas être intimidant, mais assez long pour entrer dans un état de concentration. Ça vous entraîne à résister à l'envie de changer de tâche, ça vous donne des victoires régulières. Chaque Pomodoro terminé. Le blocage de temps. Time blocking. C'est une technique plus avancée. Au lieu de travailler avec une liste de tâches, vous travaillez avec un calendrier. Vous allouez des blocs de temps spécifiques pour chaque tâche importante de votre journée. De 9h à 10h30, Deep Work sur le projet X. De 10h30 à 11h, gestion des emails. De 11h à 12h, préparation de la présentation Y. Votre journée n'est plus une série de réactions aux urgences des autres. C'est une série de rendez-vous que vous avez pris avec vous-même pour accomplir vos priorités. Un bloc de temps dans votre agenda doit être traité avec le même respect qu'une réunion avec votre patron. C'est non négociable. L'arrêt productif. Productive shutdown. À la fin de votre journée de travail, il est crucial de créer une transition nette entre le mode « travail » et le mode « repos ». Si vous gardez des boucles ouvertes dans votre esprit, votre cerveau continuera à travailler en arrière-plan, ce qui mène à l'épuisement.
Créez un rituel de fin de journée. Vérifiez une dernière fois vos emails ou messages. Passez en revue votre liste de tâches et votre calendrier. Planifiez votre journée du lendemain. Identifiez votre tâche la plus importante. Dites une phrase à voix haute, quelque chose comme « La journée est terminée, le plan pour demain est clair, je peux maintenant déconnecter en toute tranquillité ». Cela envoie un signal fort à votre cerveau. C'est une clôture. Cela vous permet de vous reposer véritablement, sachant que tout est sous contrôle pour le lendemain. Maîtriser la concentration n'est pas une option, c'est une condition sine qua non de la discipline dans le XXIe siècle. Chaque minute que vous passez en état de deep work est probablement plus productive que 10 minutes passées en travail superficiel. Protégez votre concentration comme vous protégeriez votre bien le plus précieux, parce que c'est le cas. Chapitre 3.3 L'ingénierie de l'énergie, le carburant de la volonté. Vous pouvez avoir le meilleur système du monde et les meilleures intentions. Si votre niveau d'énergie est à zéro, votre discipline sera la première victime. La volonté n'est pas seulement une question de force mentale, elle est profondément liée à votre état physiologique. La discipline exige de l'énergie, gérer son énergie est donc aussi important, sinon plus important, que de gérer son temps. Nous allons nous concentrer sur les 3 piliers de l'énergie physique, le sommeil, l'alimentation et le mouvement. Pilier 1. Le sommeil, votre super pouvoir ignoré. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est le processus de maintenance le plus important pour votre cerveau et votre corps. C'est pendant le sommeil que vous consolidez vos souvenirs, que vous nettoyez les déchets métaboliques de votre cerveau, que vous régulez vos hormones, y compris celles qui gèrent l'appétit et le stress. Un manque de sommeil chronique affecte directement votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la prise de décision, de la concentration et de la discipline. Quand vous êtes fatigué, votre cerveau reptilien impulsif et en quête de gratification immédiate prend le dessus. Plan d'action pour un sommeil d'élite. La constance est la clé. Couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours, même le week-end. Votre corps a une horloge interne, le rythme circadien. La régularité est ce qui la maintient bien calibrée. L'exposition à la lumière. Exposez-vous à la lumière du soleil le plus tôt possible le matin. Cela envoie un signal puissant à votre horloge interne pour qu'elle démarre la journée. Inversement, évitez la lumière vive et surtout la lumière bleue des écrans, dans les 1 à 2 heures avant de vous coucher. La grotte sombre et fraîche. Votre chambre doit être un sanctuaire pour le sommeil. Optimisez-la pour qu'elle soit la plus sombre, la plus silencieuse et la plus fraîche possible. Attention à la caféine et à l'alcool. La caféine a une demi-vie de 5 à 6 heures. Une tasse de café à 16 heures signifie que vous avez encore l'équivalent d'une demi-tasse dans votre système à 22 heures. Évitez la caféine après 14 heures. L'alcool peut vous aider à vous endormir, mais il perturbe gravement la qualité de votre sommeil paradoxal plus tard dans la nuit. Ne considérez pas le sommeil comme un luxe. C'est un impératif biologique. Visez 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit. C'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour votre discipline. Pilier 2. L'alimentation, le carburant de votre cerveau. Votre cerveau ne représente que 2% de votre poids corporel, mais il consomme environ 20% de votre énergie. Ce que vous mangez affecte directement votre humeur, votre clarté mentale et votre capacité à vous concentrer. Une alimentation riche en sucre et en aliments transformés crée des pics et des chutes de glycémie. Ces montagnes russes énergétiques sont dévastatrices pour la discipline. Le coup de barre de 15 heures n'est pas une fatalité, c'est souvent le résultat d'un déjeuner trop riche en glucides simples. Plan d'action pour une alimentation énergétique. Mangez de la vraie nourriture. La règle la plus simple et la plus efficace. Privilégiez les aliments non transformés. Légumes, fruits, protéines de qualité, viande, poisson, œufs, légumineuses, bonnes graisses, comme l'avocat, les noix ou l'huile d'olive. Hydratez-vous. La déshydratation, même légère, peut entraîner de la fatigue, des maux de tête et une baisse de la fonction cognitive. Ayez toujours de l'eau à portée de main et buvez régulièrement tout au long de la journée. Le timing des repas. Évitez les gros repas lourds juste avant une session de travail intense, car la digestion détourne le sang et l'énergie de votre cerveau. De même, évitez de manger un gros repas juste avant de vous coucher, car cela peut perturber votre sommeil. Vous n'avez pas besoin de suivre un régime complexe. Appliquez simplement des principes de bon sens. Votre corps n'est pas une poubelle, c'est le véhicule qui transporte votre esprit. Traitez-le avec respect.
Pilier 3. Le mouvement, l'antidote au brouillard mental. L'exercice physique n'est pas seulement bon pour votre corps. C'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre cerveau. Le mouvement augmente le flux sanguin vers le cerveau, stimule la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, qui améliorent l'humeur, et favorise la création de nouvelles cellules cérébrales, la neurogénèse. Une séance d'exercice peut avoir un effet immédiat sur votre concentration et votre clarté mentale, qui peut durer plusieurs heures. Plan d'action pour intégrer le mouvement. Trouvez une activité que vous aimez ou que vous détestez le moins. Si vous détestez courir, ne vous forcez pas à courir. Marchez, dansez, nagez, faites de la musculation, du yoga, du vélo. La meilleure forme d'exercice est celle que vous ferez de manière constante. Les snacks d'exercice. Vous n'avez pas besoin de faire des séances d'1 heure. Intégrez de courtes rafales de mouvement tout au long de la journée. Toutes les heures, levez-vous et faites 2 minutes de jumping jack, de squat ou d'étirement. C'est un excellent moyen de réinitialiser votre concentration. La marche, l'outil sous-estimé. La marche est l'un des outils les plus puissants pour la créativité et la résolution de problèmes. Si vous êtes bloqué sur un problème, allez marcher. Le mouvement et le changement d'environnement peuvent débloquer des connexions neuronales. Votre énergie est une batterie. Chaque nuit, elle se recharge. Chaque jour, vos actions la drainent ou la préservent. En gérant consciemment votre sommeil, votre alimentation et votre mouvement, vous commencerez chaque journée avec une batterie pleine, prêt à affronter les défis avec une volonté de faire. Chapitre 3.4. Le bouclier émotionnel, gérer le stress et la frustration. La discipline n'est pas une route droite et lisse. C'est un chemin de montagne, avec des montées abruptes et des descentes soudaines. Il y aura des jours où tout ira mal, des jours de frustration, de doute, de stress. C'est dans ces moments que votre discipline sera le plus mise à l'épreuve. Si vous n'avez pas de stratégie pour gérer ces émotions négatives, elles vous submergeront et vous feront dérailler. Technique 1. La respiration carrée, ou box breathing. C'est une technique utilisée par les Navy Seals pour rester calme sous une pression extrême. Elle est simple et peut être faite n'importe où. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez par la bouche pendant 4 secondes. Gardez vos poumons vides pendant 4 secondes. Répétez ce cycle de 5 à 10 fois. Cette technique active votre système nerveux parasympathique, le système de repos et de digestion. Elle court-circuite la réponse de combat ou de fuite de votre corps face au stress. Utilisez-la avant une réunion importante, après une nouvelle frustrante ou chaque fois que vous sentez l'anxiété monter. Technique 2. Le journaling de décharge. Brain dump. Quand votre esprit est en tourbillon de pensées anxieuses, le pire est de les laisser tourner en boucle. Le journaling de décharge consiste à prendre une feuille de papier et à écrire sans filtre tout ce qui vous passe par la tête pendant 10 à 15 minutes. Ne vous souciez pas de la grammaire ou de la structure. L'objectif est de sortir le chaos de votre tête et de le mettre sur la page. Cet acte d'extériorisation a un effet incroyablement apaisant. Il vous permet de prendre du recul par rapport à vos pensées, de les voir pour ce qu'elles sont, juste des pensées, pas la réalité, et souvent de trouver des solutions qui étaient noyées dans le bruit mental. Technique 3. La règle du « ne jamais rater 2 fois ». C'est la règle la plus importante pour la résilience à long terme. Vous allez échouer, vous allez rater une séance de sport, vous allez manger ce gâteau, vous allez procrastiner pendant une journée entière. C'est inévitable, et ce n'est pas un problème. L'échec ponctuel ne définit rien. Le vrai danger, c'est de laisser un échec en entraîner un deuxième, puis un troisième. C'est comme ça que les mauvaises habitudes renaissent. La règle est donc simple. Vous avez le droit de rater 1 fois, mais vous n'avez pas le droit de rater 2 fois de suite. Vous avez mangé n'importe quoi au déjeuner? Votre prochain repas doit être parfaitement sain. Vous avez raté votre entraînement aujourd'hui? Demain, c'est non négociable, même si vous ne faites que 10 minutes. Cette règle vous empêche de sombrer dans la spirale de la culpabilité et de l'autoflagellation. Elle transforme un échec en une simple anomalie statistique et non en une preuve de votre incapacité. Elle vous force à vous remettre en selle immédiatement. C'est le secret de la constance sur le long terme. Ces outils ne sont pas des gadgets, ce sont des compétences. Entraînez-vous à les utiliser quand les temps sont calmes pour qu'ils deviennent des réflexes quand la tempête arrivera. Un guerrier ne tend pas d'être au milieu de la bataille pour apprendre à se servir de son bouclier. Module 4. La mentalité du marathonien. Philosophie avancée pour une discipline à vie. Chapitre 4.1. Le jeu infini. Tomber amoureux du processus.
L'une des raisons principales pour lesquelles les gens abandonnent leurs objectifs est qu'ils jouent au mauvais jeu. L'auteur Simon Sinek a popularisé une idée puissante de James P. Carse, la différence entre les jeux finis et les jeux infinis. Un jeu fini se joue dans le but de gagner. Il a des joueurs connus, des règles fixes et une fin claire. Un match de football est un jeu fini. Un jeu infini, en revanche, se joue dans le but de continuer à jouer. Il a des joueurs connus et inconnus, les règles sont changeantes et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Les affaires, la politique et la vie elle-même sont des jeux infinis. Le problème est que nous abordons souvent la discipline avec une mentalité de jeu fini. Je vais suivre ce régime pour gagner en perdant 10 kilos. Je vais travailler dur pour gagner cette promotion. Je vais écrire ce livre pour gagner le statut d'auteur. Que se passe-t-il lorsque vous gagnez ? Si vous avez perdu les 10 kilos, vous arrêtez le régime et vous reprenez le poids. C'est l'effet yo-yo. Si vous obtenez la promotion, la motivation disparaît et vous stagnez. Et pire encore, que se passe-t-il si le chemin est plus long et plus difficile que prévu ? Vous vous découragez parce que la victoire semble trop lointaine. Vous abandonnez. Pour maintenir la discipline à vie, vous devez changer de jeu. Vous devez cesser de vous concentrer sur la ligne d'arrivée et commencer à tomber amoureux de la course elle-même. Comment jouer le jeu infini de la discipline ? Redéfinissez la victoire. La victoire n'est plus un résultat externe, le poids sur la balance, le chiffre sur le compte en banque. La victoire, c'est de se présenter aujourd'hui. C'est de tenir la promesse que vous vous êtes faite. Vous pouvez gagner chaque jour, simplement en exécutant le processus. Un écrivain qui joue le jeu infini ne cherche pas à écrire un best-seller. Il cherche à se présenter devant la page chaque jour. Le best-seller est un résultat possible, mais la victoire, c'est l'acte d'écrire. Un athlète qui joue le jeu infini ne s'entraîne pas seulement pour une compétition, il s'entraîne parce que c'est ce qu'est un athlète. La victoire, c'est l'entraînement lui-même, la sensation de l'effort, la progression. Votre seul concurrent, c'est vous-même hier. Dans un jeu infini, il n'y a pas de meilleur. Chercher à être le meilleur est une mentalité de jeu fini. Le but n'est pas d'être meilleur que les autres, le but est d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Cette compétition est saine, durable et entièrement sous votre contrôle. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous améliorer de 1%. Concentrez-vous sur les systèmes, pas sur les objectifs. Les objectifs sont utiles pour donner une direction, mais une fois que la direction est fixée, oubliez l'objectif et concentrez-vous à 100% sur le système qui vous y mènera. L'objectif, c'est de courir un marathon. Je finis. Le système, c'est votre programme d'entraînement hebdomadaire, votre plan de nutrition, votre routine de sommeil, jeu infini. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Ce qui les différencie, c'est leur engagement envers le système. Un système bien conçu, appliqué avec constance, rend les résultats presque inévitables. En adoptant cette mentalité, vous vous libérez de l'anxiété du résultat. Vous trouvez de la joie dans l'effort. La discipline cesse d'être une corvée pour atteindre un point final et devient une pratique, comme le yoga ou la méditation. C'est une activité que vous faites pour l'activité elle-même. C'est une expression de qui vous êtes. Et c'est ainsi que l'on continue à jouer, non pas pendant des semaines, mais pour toute une vie. Chapitre 4, point 2. L'amor fati, l'art d'aimer son destin. Ceci est une leçon tirée des anciens philosophes stoïciens, peut-être la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Amor fati est une locution latine qui se traduit par l'amour du destin. Ce n'est pas une résignation passive, ce n'est pas dire « je ne peux rien y faire, alors j'abandonne ». C'est une approche active et puissante de la vie. C'est la pratique de traiter chaque événement qui vous arrive, bon, mauvais ou neutre, non seulement comme acceptable, mais comme nécessaire, comme souhaitable, comme quelque chose que vous auriez choisi vous-même. Comment cela s'applique-t-il à la discipline ? Votre parcours sera rempli d'obstacles imprévus, de revers, d'injustices. Vous vous entraînerez dur pendant des mois et vous vous blesserez. Vous travaillerez sur un projet avec passion et le marché changera, le rendant obsolète. Vous ferez face à des critiques injustes, à des échecs qui ne sont pas de votre faute. Face à ces événements, vous avez deux choix. Le premier, le plus courant, est de se plaindre, de blâmer les circonstances, de ressentir de l'amertume. Pourquoi moi ? Ce n'est pas juste. C'est une perte totale d'énergie. C'est donner son pouvoir aux événements extérieurs. Le deuxième choix, c'est l'amor fati. C'est de regarder l'obstacle en face et de dire « Bien, ceci est mon chemin,
Cette blessure m'apprendra la patience et l'importance de l'écoute de mon corps. Cet échec de projet est une opportunité d'apprendre la résilience et de pivoter. Cette critique est un test pour mon caractère. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Appliquez cette idée à l'inconfort de la discipline elle-même. La sensation de brûlure dans vos muscles pendant l'effort, aimez-la. C'est le signal que vous devenez plus fort. La difficulté de vous concentrer quand votre esprit veut vagabonder, aimez-la. C'est la résistance qui muscle votre volonté. La peur que vous ressentez avant de faire quelque chose de difficile, aimez-la. C'est la boussole qui vous indique que vous êtes en train de grandir. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles. Souhaitez être plus fort. Ne maudissez pas l'obstacle. Voyez-le comme un partenaire d'entraînement envoyé par l'univers pour vous renforcer. La discipline devient alors non plus une lutte contre la réalité, mais une danse avec elle. Vous utilisez l'énergie de tout ce qui vous arrive pour vous propulser vers l'avant. C'est l'état d'esprit ultime. C'est devenir inarrêtable. Chapitre 4.3. La mentalité de croissance. L'identité de l'apprenant. La psychologue Carol Dweck a identifié 2 types de mentalités fondamentales qui façonnent nos vies. La mentalité fixe, fixed mindset, et la mentalité de croissance. Une personne avec une mentalité fixe croit que ses qualités, comme l'intelligence ou le talent, sont des traits innés et figés. Elle pense qu'on a ou qu'on n'a pas quelque chose. Par conséquent, son objectif principal est de paraître intelligente et d'éviter l'échec à tout prix, car l'échec est perçu comme une preuve de son manque de capacité. Elle évite les défis, elle abandonne facilement face aux obstacles, elle voit l'effort comme inutile, si j'étais doué, je n'aurais pas besoin de travailler si dur, elle ignore les critiques constructives, elle se sent menacée par le succès des autres. Une personne avec une mentalité de croissance, en revanche, croit que ses capacités peuvent être développées par le dévouement et le travail. Elle ne voit pas l'échec comme une preuve d'incompétence, mais comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Elle embrasse les défis. Elle persiste face aux revers. Elle voit l'effort comme le chemin vers la maîtrise. Elle apprend de la critique. Elle trouve de l'inspiration dans le succès des autres. La discipline est presque impossible à maintenir avec une mentalité fixe. Chaque difficulté, chaque plateau, chaque échec sera interprété comme une preuve que vous n'êtes simplement pas fait pour ça. Je ne suis pas une personne disciplinée, vous direz-vous, et vous abandonnerez pour protéger votre ego. Cultiver une mentalité de croissance est donc essentiel. Comment cultiver une mentalité de croissance? Changez votre dialogue interne. Faites attention à votre petite voix. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je ne peux pas le faire », ajoutez le mot « encore ». Je ne peux pas le faire, encore. Cette simple addition transforme une affirmation fixe en une affirmation de croissance. Je ne suis pas bon à ça devient je ne suis pas bon à ça, encore. Concentrez-vous sur le processus, pas seulement sur le résultat. Au lieu de vous féliciter pour votre talent ou votre intelligence quand vous réussissez, félicitez-vous pour votre effort, votre stratégie, votre persévérance. De même, quand vous échouez, n'analysez pas ce que cela dit de vous, mais analysez ce que vous pouvez apprendre du processus. Cherchez les défis. Sortez volontairement de votre zone de confort. Choisissez la voie difficile. Voyez chaque défi non pas comme une menace, mais comme une opportunité de développer de nouvelles compétences. L'inconfort est votre salle de sport mentale. Redéfinissez la critique. Ne voyez plus la critique comme une attaque personnelle. Voyez-la comme une information gratuite et précieuse. Quelqu'un vient de passer du temps à vous donner des pistes pour vous améliorer. Remerciez-le et analysez objectivement ce que vous pouvez en tirer. La discipline n'est pas un état que vous atteignez. C'est un processus d'apprentissage infini. En adoptant l'identité d'un apprenant à vie, vous vous donnez la permission d'être un débutant, de faire des erreurs et de vous relever. Vous vous libérez de la pression de devoir être parfait et vous vous ouvrez à la joie de la progression. Chapitre 4.4 L'autocompassion exigeante, le partenariat avec soi-même. Il y a un grand malentendu sur la discipline. Beaucoup de gens la confondent avec la tyrannie de soi. Ils pensent qu'être discipliné, c'est être un sergent instructeur impitoyable avec soi-même,
se critiquer, se punir pour chaque écart. Cette approche est non seulement misérable, mais elle est aussi contre-productive. La culpabilité et la honte sont des motivateurs terribles à long terme. Ils drainent votre énergie et détruisent votre confiance en vous. La véritable discipline est un partenariat. C'est une alliance entre votre moi actuel et votre moi futur. C'est un acte d'amour. Vous faites des choix difficiles aujourd'hui, non pas pour vous punir, mais comme un cadeau que vous offrez à votre futur vous. Cela nécessite une qualité rare, l'autocompassion exigeante. L'autocompassion, c'est la capacité à se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que l'on traiterait un bon ami qui traverse une période difficile. Quand vous échouez, au lieu de vous dire « je suis un nul, je n'y arriverai jamais », vous vous dites « c'était difficile, j'ai fait de mon mieux, c'est normal de rater. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour faire mieux la prochaine fois ?» L'autocompassion vous permet de vous relever après une chute. Mais l'autocompassion seule peut mener à l'auto-indulgence. C'est là que la partie exigeante entre en jeu. Être exigeant avec soi-même, ce n'est pas être méchant. C'est avoir des standards élevés pour soi-même parce qu'on se respecte. C'est refuser de se contenter de moins que ce dont on est capable. C'est croire tellement en son propre potentiel qu'on refuse de le gaspiller. L'autocompassion exigeante, c'est l'équilibre parfait. C'est la voix qui vous pardonne votre échec d'hier et qui vous demande de vous remettre au travail aujourd'hui. C'est la voix qui comprend votre fatigue, mais qui vous rappelle la promesse que vous vous êtes faite. C'est la voix qui vous dit « Je t'aime trop pour te laisser tomber ». Pensez à la relation entre un grand coach et son athlète préféré. Le coach pousse l'athlète jusqu'à ses limites. Il est exigeant. Il ne laisse rien passer. Mais il le fait parce qu'il croit en lui plus que l'athlète ne croit en lui-même. Et quand l'athlète tombe, le coach ne l'insulte pas. Il l'aide à se relever, analyse l'erreur et le remet sur le chemin. Devenez ce coach pour vous-même. Soyez votre plus grand supporter et votre plus grand challenger. Pardonnez-vous vos erreurs, mais n'acceptez jamais vos propres excuses. Cette relation interne, basée sur le respect, la confiance et l'amour exigeant, est le moteur ultime d'une discipline qui ne vient pas de la peur, mais de la force. Conclusion. La cathédrale. Nous arrivons au terme de ce long voyage. Si vous êtes encore là, si vous avez écouté attentivement, quelque chose a déjà changé en vous. Une graine a été plantée. Nous avons voyagé ensemble dans les recoins sombres de la procrastination. Nous avons fait face à nos peurs, à nos illusions. Nous sommes devenus des architectes, dessinant les plans de notre environnement, de notre identité, de nos rituels. Nous nous sommes équipés d'un arsenal de techniques pour les batailles du quotidien. Et nous avons exploré les philosophies profondes qui transforment un effort ponctuel en une quête de toute une vie. Rappelez-vous l'histoire des 3 tailleurs de pierre. Le premier taillait une pierre, le deuxième gagnait sa vie, le troisième bâtissait une cathédrale. Chaque action disciplinée que vous allez entreprendre à partir d'aujourd'hui, aussi petite soit-elle, est un coup de ciseau sur une pierre. Faire votre lit le matin, une pierre. Lire 10 pages d'un livre, une pierre. Boire un verre d'eau au lieu d'un soda, une pierre. Faire une séance de sport quand vous êtes fatigué, 10 pierres. Se présenter et travailler sur votre projet pendant 25 minutes, 20 pierres. Prises isolément, ces actions semblent insignifiantes. Vues de près, ce ne sont que des pierres. Mais avec le temps, avec la constance, avec la vision, ces pierres s'assemblent. Elles forment des murs. Les murs forment des arches. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous lèverez les yeux et vous réaliserez que vous n'êtes plus dans une carrière poussiéreuse. Vous êtes à l'intérieur de votre cathédrale. Une cathédrale de force, de résilience, de confiance. Une structure bâtie non pas avec du ciment, mais avec les milliers de promesses que vous vous êtes tenues à vous-même. Et de l'intérieur de cette forteresse, vous pourrez affronter n'importe quelle tempête que la vie vous enverra. La discipline n'est pas la destination finale. La discipline est la construction de la cathédrale. Et la beauté de la chose, c'est que la construction ne s'arrête jamais. Il y a toujours une nouvelle pierre à tailler, une nouvelle flèche à ériger. La joie ne se trouve pas dans l'achèvement, elle se trouve dans l'acte de bâtir. Le chemin qui vous attend ne sera pas facile. Il y aura des jours où la pierre semblera trop lourde, des jours où vous aurez l'impression de tailler seul dans le noir. C'est dans ces jours-là que vous devrez vous souvenir de votre pourquoi. Vous devrez vous souvenir de la cathédrale. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui rêvent. Il a besoin de plus de gens qui bâtissent. Le monde a besoin de vous, pas du vous distrait, frustré, qui subit sa vie.
mais du vous discipliné, concentré, puissant. Le vous qui est capable de transformer ses intentions en réalité. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Les outils que je vous ai donnés ne sont que des clés pour déverrouiller des portes qui ont toujours été là. Ce texte, ce guide, n'est qu'une carte. C'est vous qui devez faire le premier pas, et le suivant, et celui d'après. Alors, quelle sera votre première pierre? Quelle est la plus petite promesse que vous allez vous faire et tenir dès la fin de cette session? Choisissez-la maintenant. Engagez-vous et commencez à bâtir. Je vous ai donné tout ce que j'avais. J'ai mis tout mon cœur et toute mon expérience dans ces mots. Si vous voulez un compagnon de route pour les premiers pas, un plan structuré pour transformer ces principes en actions quotidiennes, mon livre « Le Code de la discipline » est la prochaine étape. C'est le manuel de l'artisan. Vous trouverez le lien dans la description. Mais rappelez-vous toujours, les livres, les vidéos, les coachs, nous ne sommes que des guides. Le vrai maître d'œuvre, le seul qui peut poser les pierres, c'est vous. Le pouvoir a toujours été entre vos mains. Il est temps de construire.